C'est ce que je demandais. Tout de même, personne ne se trompe ici. C'est sans doute là que seront prises les véritables décisions du Forum sur la culture de la paix. En attendant, hier soir, on a trinqué des coups. Votre réaction, vénérable? Ma réaction, elle est la même depuis le début, hein, de voir ces images de l'époque où les acteurs qui étaient là, pour la plupart, ont disparu. Je suis profondément touché, hein, de voir cette pléthore de hautes personnalités du monde et de voir tous les camarades congolais qui étaient là, de l'époque déjà, qui étaient là, qui ont, pour la plupart ont disparu. Je ne vois plus Ganaola, je ne vois plus Tete Chikaya, je ne vois plus Milongo, je ne vois plus Poignet, mon grand frère Poignet. Ngolo. Qui c'est, pardon? Ngolo. Ngolo Damas, oui, Ngolo Damas n'y est plus. Et en tout cas, on sentait que tout le monde était prêt à mettre un terme aux dissensions, mettre un terme à la guerre inutile. Il y avait Kolela aussi. Oui, pardon, il y avait le président Kolela qui était là à l'époque. Oui, c'est vrai qu'il a disparu aussi. Oui, qui a disparu aussi. Et que j'ai rencontré pour la première fois, je crois, une rencontre entre le PCT et son parti, le MCDDI, à l'époque. J'étais à la commission de contrôle du PCT, j'ai assisté à une réunion avec le président Kolela, c'est vrai. Là, je le vois, là, il a disparu, il nous a laissé l'image d'un grand combattant, un lutteur. Moi, je l'appelais toujours un luttant brave. Il était toujours là. Dommage. Sympathisant, venu nombreux d'ailleurs, a fait un bref exposé sur le thème, à savoir la paix. Dans son exposé, il a d'abord peint le tableau de l'État actuel qui, selon lui, sombre dans la misère. Les conditions de vie deviennent dures, la sécurité collective a fait place à l'insécurité, puis il est allé droit au thème proprement dit. Pour la paix totale et pour une paix durable, la paix, a dit Denis Sassou Nguesso, doit habiter tout le monde. Voilà pourquoi, en qualité d'ancien chef de l'État, j'ai pris part à cette concertation dernière. Des mesures ont été prises et contenues dans ce communiqué que vous avez d'ailleurs suivi. Le respect de la parole donnée par... Pour un sitting devant le Premier ministère, il dit avoir été licencié au motif d'un recrutement hors quota sous le gouvernement de votre personne. Donc, est-ce que vous avez des propositions ou une idée de la manière avec laquelle ces jeunes peuvent résoudre leurs problèmes? On parle de quotas. Bon, ceux qui parlent de quotas, il faut qu'ils les disent si c'est eux qui avaient fixé ce quota ou c'était de commun accord. Bon. Ils ne pouvaient pas fixer ce quota parce qu'ils n'étaient pas là. Des jeunes ont été recrutés par notre gouvernement et au moment même où nous étions en négociation avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et ils n'ont pas été recrutés dans le secret. Nous étions en pleine négociation avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale quand ces jeunes ont été recrutés. Nous avions fait aboutir la négociation avec le Fonds monétaire international. C'était en août, juillet-août 90. Nous avions fait aboutir la négociation avec le Fonds monétaire international. Nous avions, en août 90, obtenu le rééchelonnement de la dette congolaise avec le club de Paris. Nous avions obtenu le rééchelonnement de la dette congolaise avec le club de Paris. Nous étions sur le point de conclure les négociations avec la Banque mondiale. Lorsque les politiques, ceux qui se plaignent maintenant,
parce qu'ils n'avaient pas de parti politique à ce moment-là de force suffisante pour se battre. Ils ont utilisé les travailleurs, les mêmes qui se plaignent maintenant. Ils les ont utilisés dans des grèves sauvages, ont réclamé le ciel et la terre, ont mis le tout sans se dessus-dessous. Ce sont les politiques qui se plaignent aujourd'hui, qui avaient dit qu'il y avait tout à prendre et qui ont créé le chambardement. Il est vrai, oui, que j'avais dit que tant que les miliciens d'Aubéville restaient à Gamboma, empêchaient la circulation des personnes et des biens, contrôlaient tout, maltraitaient les gens, que je ne ferai pas le déplacement de Brazzaville pour prendre part à quelque réunion que ce soit, surtout si c'est pour me soumettre au contrôle d'éléments irréguliers formés on ne sait où, et qui ne sont pas des forces armées. J'avais dit non, oui, c'est vrai, non, que je ne passerai pas par Gamboma pour arriver à Brazzaville pour me soumettre au contrôle des bandes d'Aubéville qui semaient la terreur à Gamboma. Et tant que c'était ainsi, je ne passais pas par Gamboma, c'est vrai. Si on vous l'a dit, c'est juste. Et je suis venu, voyez bien, je suis venu, j'ai roulé sans encombre d'Oyo à Brazzaville pendant 7 heures. Il n'est pas content, hein? C'est normal. Il n'est pas très content. Pas content, c'est normal. Le président, il traversait une passe difficile. C'était la traversée du désert aussi à l'époque. Il était pratiquement en exil intérieur. En ce moment-là, il était à Oyo, je crois. Et tout ce qui se passait à Brazza, il était au courant tous les jours. Et c'est vrai qu'il est contesté, c'est bien qu'il ait pu expliquer comment nous en sommes arrivés à cette situation-là. Par exemple, moi je suis syndicaliste, hein, j'étais avec les autres, j'étais plus en activité au syndicat parce que j'étais déjà dans les fonctions d'État. Mais j'ai suivi ça de loin, c'est vrai. Ce que le président a retracé là, c'est vrai. Le recrutement d'un certain nombre de jeunes qui ont été par la suite, je crois, comment ils avaient appelé, il y avait un nom, on les avait... Les Aubévillois? Non, pas non, les jeunes qui étaient recrutés dans la fonction publique, qui avaient à un certain moment, le gouvernement de l'époque, ils les avaient tous, pour la plupart, mis hors de l'État, hors de service. Ils avaient perdu leurs fonctions, leurs emplois, quoi, pour la plupart. Et là, le président a retracé les conditions, les circonstances dans lesquelles ces gens étaient recrutés. Ce n'était pas la mafia, c'était pas... Bon, en tout cas, c'était net et clair, les conditions étaient pas obscures, étaient nettes. Mais enfin, et il a expliqué qu'il était en négociation pendant ce temps avec... il a expliqué tout ce qui était en train de se faire. Malheureusement, les syndicalistes de l'époque avaient un autre objectif. Ils avaient d'autres objectifs, certainement un calendrier, comme on dit aujourd'hui, caché. Et ça a créé ce que nous avons connu dans le pays. Mais le président... C'était qui les syndicalistes de l'époque? Moi, l'époque, je ne les connais plus tout à fait. Et puis, pour un syndicaliste, quand même... non, l'époque, comme c'est la Conseil syndicale congolaise qui avait la tête de la majorité dans le pays, c'est la Confédération syndicale congolaise. Là, au moins, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous voulez que je cite un nom? Non, non, pas forcément. Je ne vais pas citer le nom, c'est mon défunt collègue. C'est mon défunt collègue qui était à la tête, Jean-Michel Bokamba Yangouma, qui était à la tête, je ne vais pas s'en cacher, puisque nous nous sommes retrouvés plus tard autour d'une même table, on a mangé ensemble. Vous avez évoqué tout ça? Tout ça, comment ça s'est passé, il m'a expliqué les circonstances à l'époque. Bon, là, pendant que je parle, vraiment, il faut, comme on dit, qu'il repose en paix,
qu'il repose en paix. Vous savez, c'est dans lequel il est mort. Il est mort, disons, de corona, quoi, et machin. Et je sais qu'on était... J'ai souffert de le voir être ballotté dans le trou comme un poulet. Mais vraiment, j'ai souffert. J'ai continué à souffrir d'ailleurs de voir Jean-Michel être emporté comme ça. J'étais dans un trou sans ménagement, sans rien. Bon, mais c'était à l'époque, donc le syndicat était dirigé par Jean-Michel Wakama-Yangouma. Bon, maintenant, que le président soit énervé, c'est vrai. C'était normal qu'il soit énervé en ce moment-là, puisque tout ce qu'il était en train de faire, il le faisait de commun accord avec les syndicats, qui l'ont trahi, puisqu'après mes collègues l'ont trahi en allant dans l'autre camp et qu'il ait un comportement, le président soit énervé. Moi, je trouve ça tout à fait normal, c'est normal. Il a aussi dénoncé l'abus des Aubévillois à l'époque, qui contrôlaient les routes, etc. Il y avait partout des barrages. Et on demandait, quand vous arrivez au barrage, vous devez descendre de voiture, on doit vous regarder, votre livret d'identité, etc. Le président n'a pas voulu se soumettre à ce genre de contrôle, et ainsi que les autres citoyens congolais qui se sentaient malmenés par ce genre de comportement de l'époque. Et moi, je trouve ça... qu'il a été énervé, c'est tout à fait normal, parce qu'il était dans l'opposition à l'époque. Il était dans l'opposition, il ne veut pas avoir une autre attitude. Quand on est dans l'opposition, on revendique. On veut revenir aux affaires et proprement. Avez-vous des regrets par rapport au passé? Regrets, à titre personnel, non. Je n'ai pas vraiment de regrets d'avoir... Bon, vous savez, la vie est pleine d'aléas. Hein. La vie est pleine d'aléas et il y a toujours quelque part où ça a marché, où ça n'a pas marché. Bon, moi, je prends ces choses-là un peu avec philosophie, en disant que la vie faite de tout ça et je ne peux pas dire que c'est des gros ennuis que j'ai eus. Je n'ai pas eu de gros ennuis, c'est vrai. Mais au lieu de dire blessures ou quoi, j'appelle ça tous des écorchures. Des petites écorchures dans la vie politique. Hein. Parce que ce n'est pas toujours sans difficulté. Hein. On ne va pas comme ça sur les rails, comme tout droit, machin. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, qui marche après. Bon, mais bref, je n'ai pas de regrets profondément pour moi-même. Je n'en ai pas. Et le seul regret que j'ai, c'est d'avoir vu le pays à un certain moment plongé dans la violence. La violence, c'était vraiment mon plus grand regret, c'était la violence. Et les enfants étaient complètement déroutés, ne savaient plus où aller, comment faire. Et l'avenir des enfants paraissait hypothéqué. Pour qu'on retrouve vraiment le bon chemin, il fallait attendre. Le sang a coulé inutilement, je répète, je l'ai dit, le sang a coulé inutilement. Parce que, certainement, la violence pour la violence, ce n'était pas normal pour ça, à cette époque-là. Et ce que aujourd'hui, je redoute qu'on retombe. Il ne faut pas retomber dans ce genre de comportement-là. Mon seul regret, c'est celui-là. Sinon, progrès personnel, non, c'était le regret de tout le monde à un moment donné. Nous étions un peu perdus, on ne savait plus quoi faire. Et surtout que je venais de prendre ma retraite, pas de pension, pas de ceci, comment faire. C'était plus difficile pour moi à un moment donné. Mais enfin, tout ça a été rétabli, tout a été remis dans l'ordre. Mais c'était un petit passage à vide, hein, un passage à vide. Et si vous étiez donné de rencontrer votre créateur, que lui direz-vous? Bon, c'est le remercier de m'avoir créé homme, parce qu'on aurait pu me créer comme une bête, insecte, autre machin, de m'avoir créé homme. Ça, je le remercierai pour ça. Et lui demander de me donner, parce que c'est l'occasion qui est rare, nous ne sommes pas à l'église, mais c'est l'occasion de dire au Créateur. Non, mais vous l'avez en face, hein, cette fois-là. Pardon? Vous l'avez en face cette fois-là. Ah, vous êtes face à face. Face à face. Oui, vous êtes face à face. Avec le Créateur, c'est lui dire que si je devais revenir, parce qu'il y a toujours une fin, si je devais revenir,
qu'il me laisse revenir avec des conditions meilleures à celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire la vie, vous savez, quand on prend la descente, on va vers la descente, vers la chute, souvent l'organisme se fatigue, il crée des problèmes inattendus. C'est à ce moment-là qu'on ressent que vous êtes fils d'eux et votre papa, votre maman ont souffert de telle maladie et pratiquement c'est ce genre de maladie de vos parents vous n'avez pas à vous plaindre parce que moi je suis le fils de mon père, je ne vais pas me plaindre. Il souffrait d'eux, bon, mais aujourd'hui je crois que je souffre comme lui. Il souffrait, bon, et maman avait, bon, j'ai tout ça avec moi. Voilà un peu, c'est le regret. Mais je demande au Créateur, si je dois revenir ici-bas, que je sois mieux qu'aujourd'hui. C'est trop simpliste. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est trop simpliste, mais je ne peux pas... qu'est-ce que je peux demander? Je ne peux pas demander plus que ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on réserve souvent aux êtres humains, qu'est-ce qu'on réserve. Je ne sais pas demander. Et puis, comme vous me voyez parler, je ne suis pas un très grand croyant. Je suis passé par les écoles laïques. Je suis resté très longtemps loin de l'église. Et même lorsque je me mariais, le prêtre m'a dit « Mais enfin, on n'a pas vu votre nom dans les églises un peu partout. Mais comment ça se fait ça ?» Je dis « Non, simplement parce que je suis passé par les écoles laïques. Mais, croyez-moi, je ne suis pas athée. » Vous êtes croyant? Je suis croyant, je ne suis pas athée. Avez-vous des blessures personnelles? Bon, j'ai essayé d'effleurer la question et la réponse c'est en disant blessure personnelle. Bon, un être humain a toujours quelque chose, souffre quelque part, blessure personnelle. J'ai dit non, des écorchures. C'est tout à fait normal qu'on ait quelques écorchures. Vivre dans une société où on se bat tous les jours pour chercher à avoir mieux dans tous les domaines. Et c'est pas toujours facile qu'on sorte de là sain et sauf sans avoir le souvenir d'avoir été quelque part touché par ceci, par cela, soit moralement, soit physiquement, soit psychiquement, etc. Spirituellement, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Les blessures, non, je crois que je n'en ai pas eu profondément en moi. Et alors je reviens sur la question de savoir quel est vraiment l'homme ou la femme qui vous a vraiment marqué dans votre vie. Ah, la dernière fois, j'avais parlé de Céline Ekomban, Voilà. parmi les femmes politiques. Oui, les femmes politiques. Parmi les femmes politiques, j'avais parlé d'elle. Je vous ai donné les raisons. J'ai parlé d'elle. Et puis, vous savez, être ambassadeur dans des grands pays, rencontrer les grands hommes, les grands présidents des autres pays, ça vous marque. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être en face de Brejnev, être en face du pape Jean-Paul II, être en face du roi Juan Carlos d'Espagne, d'être en face de Frédéric Mayor, Giscard d'Estaing, Chirac, Jacques Chirac, ces grands hommes-là, j'ai gardé d'eux des souvenirs absolument ineffaçables. Et parce que j'ai eu des tête-à-tête, face à face avec eux. Et surtout, je me souviens surtout du pape que je suis allé, après avoir présenté mes lettres de créance à Rome. J'étais le premier ambassadeur du Congo à présenter les lettres de créance au pape à cette époque-là. Et je l'ai invité à venir, il a manifesté le désir de venir en Afrique et il avait dans son programme le Congo. J'étais très heureux, je suis allé au beach de Kinshasa, l'accueillir, l'amener à Brazzaville. Nous étions deux dans le bateau et c'était pour moi une exceptionnelle occasion dans ma vie
d'être avec le pape, bien que j'ai été avec lui à Rome, mais pas de la même manière, parce que là, c'était cordial. Nous étions à deux, il posait des questions parce qu'il allait à Brazza, qui était Sassou, qui était un tel, comment l'église catholique là-bas, etc., etc. Bon, j'ai gardé un bon souvenir ineffaçable du pape Jean-Paul II, qui plus tard j'apprends qu'il a été canonisé, hein, saint, l'église catholique, pas l'église catholique. Bon, j'ai rencontré un saint quand même de son vivant. C'est pas rien. Non, c'est beaucoup. C'est un privilège. C'est un privilège pour moi d'avoir été en face. Donc j'ai gardé de bons souvenirs comme ça. Et si tout était à refaire? Si tout était à refaire, en tout cas pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Hein. Si tout était à refaire, dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que la vie aujourd'hui est un peu difficile. Hein. C'est un peu difficile, il faut l'avouer, il ne faut pas s'en cacher. Elle avoué un peu difficile. Et si tout était à refaire, c'est revenir faire un parcours sans obstacle. Hein? Sans obstacle. Ça existe, ça? Oui, le parcours sans obstacle, c'est un rêve. Ah oui. C'est un rêve qu'on peut Mais j'ai faire. vu que mais dans la réalité, si c'était à refaire. Dans la réalité, si c'était à refaire, bon, c'est avoir des conditions de vie, hein, d'existence meilleures qu'aujourd'hui. Ouais, je crois que c'était plus tard, les choses, à cette époque, rêvons un peu, la maison nous en rêvé, on revient dans un autre monde qui n'est pas celui-ci. Parce que regardez, aujourd'hui, on parle maintenant des changements climatiques. Et il y avait des érosions à l'époque. Mais maintenant, on parle d'érosion, on parle de changement climatique. À l'époque, on n'en parlait pas. Bon, j'ai dit, ces changements climatiques-là, il y a même des changements de mentalité. Ça éteint les hommes aussi, ces changements-là. Les hommes ne sont plus les mêmes que ceux d'hier. Et à cette époque-là, ça supposait qu'on revienne. Et bon, les hommes seront d'autres hommes, hein, certainement meilleurs à ceux d'aujourd'hui, puisque de notre vivant-là, il y a déjà la conquête de l'espace. Les gens, bon, vous avez des gens qui vont à l'espace, veulent découvrir ce qu'il y a de l'autre côté là-haut. Vous voyez tous les jours les cosmonautes aller là-haut, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui changeraient notre vie sur Terre. Peut-être que cette planète-là, nous serons plus sur la même planète. Je ne sais pas comment ça va être. En tout cas, quand je regarde, j'observe, on parle de changement climatique, je vois le bouleversement, je regarde tout ce qui se passe dans le monde, et mais le monde ne fait que changer, ce n'est plus le même environnement qu'on avait à l'époque. Même quand j'étais plus jeune, des choses que je découvre aujourd'hui, que je ne voyais pas, que je ne connaissais pas. J'espère qu'il y aura d'autres choses, des changements importants, qu'on ne seront pas capables aujourd'hui de prédire. Il ne faut pas prédire. Il y aura certainement beaucoup de choses après. En parlant d'environnement, en parlant de changement climatique, vous êtes plus ou moins concerné. Pourquoi? À travers le ministère de l'Environnement. Ah, je n'ai pas fait allusion à cause du ministère. Hein. Non, mais moi, je rebondis dessus. Vous rebondissez. Oui. Ah, mais c'est... Et s'il était en face de vous, que lui diriez-vous? Ah, il a un grand travail. Hein. Hein? Peut-être que les gens ne mesurent pas la dimension de ce ministère. C'est un grand ministère. L'environnement, quoi encore, quoi durable, il y a un truc. Vraiment, bassin du Congo, c'est un gros morceau. Ah oui, c'est un gros morceau. Et il faut qu'ils s'y mettent. Hein. Et il faut qu'ils s'y mettent, qu'ils sachent que la tâche n'est pas aussi facile. Mais comme je connais ma fille, comme elle est une tête chercheuse, comme elle se bat, elle cherche à comprendre. J'ai été quand même la saluer, la féliciter pour son retour au gouvernement. Et j'ai vu sa bibliothèque. J'ai dit, maman, ta bibliothèque telle qu'elle est là, tu ne dors pas, je crois. Et, bon, et puis elle a un conjoint qui est un homme qui a... Bon, c'est quand même pas n'importe lequel, c'est quelqu'un qui est dans la presse. Un grand journaliste.
la presse, un grand journaliste. Et elle doit savoir, si je peux profiter de ça pour dire que la mission est très importante, à elle de savoir s'y prendre parce qu'il faut s'y mettre totalement. Parce que beaucoup, c'est presque un ministère transversal. C'est un ministère transversal et elle doit beaucoup travailler, s'entourer des collaborateurs de bon niveau, capables de l'aider dans le travail. Et puis il y a le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre qui sont autour de lui et je crois qu'elle pourra s'en sortir comme ça s'en est tiré avec, je crois. Je n'ai pas apprécié, c'est aux citoyens congolais, aux autres. Parce que souvent on me dit, mais on ne parlait jamais dans ce pays du mot tourisme. Maintenant on connaît le tourisme. Depuis que ta fille est là, il y a visibilité, on parle maintenant du tourisme. J'espère que là où elle va aussi, on parlera de... comment le mot là que... D'environnement. L'environnement, je crois qu'on parlera aussi de l'environnement, j'espère, un peu plus. Et c'est une tâche ardue qu'elle a. Elle doit s'y mettre parce que je crois que le patron, le Premier ministre compte beaucoup sur elle. C'est un grand ministère. Pour moi, c'est un très grand ministère pour ma fille. Elle doit s'y mettre. Bon, moi, je n'apporte pas grand-chose. Hein. J'apporte ma qualité de père. J'apporte ma qualité de père. Je donne des conseils pour qu'elle s'y mette bien, qu'elle travaille, qu'elle comprenne que la confiance renouvelée par le président, elle doit la mériter. Elle doit la mériter. Et aussi, vous devez lui transmettre un message. Vous lui direz quoi? Ben, le message, c'est... bon, je suis fier d'elle. Hein. Je suis fier d'elle parce que quand un enfant a réussi, quand c'est votre enfant, vous êtes fier de la réussite, du succès de votre enfant, et vous souhaiterez que cette réussite-là aille jusqu'au bout. Et... Parce que je lui ai dit hein, que c'est elle qui a le mérite. Moi, j'ai l'honneur, le plaisir, le bonheur, mais c'est elle qui a combattu, qui combat sur le terrain tous les jours, mais qu'elle continue à être toujours sur le terrain, brave comme elle est là. Elle cherche beaucoup à comprendre, et elle est un peu unique dans son genre, hein, parmi mes enfants. Elle se bat bien, et j'espère qu'une battante, je vais dire. Bon, ce que je vais lui dire, c'est de continuer à bien travailler pour le peuple congolais, parce que l'objectif premier, c'est le peuple congolais. Pourquoi elle est là-bas là? Bon, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Bon, il faut qu'elle comprenne le bien fondé de sa présence à la tête de ce ministère-là. Et l'objectif à poursuivre, il faut qu'elle arrive à ce qu'elle peut faire au maximum. Les moyens, bon, on ne peut pas dire qu'on a tous les moyens pour tout, mais avec peu, il faut savoir faire beaucoup. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Absolument, absolument. Elle a beaucoup de bonne volonté dans son travail. Elle est exigeante, elle est rigoureuse. Elle est exigeante au point où parfois on trouve qu'elle exagère, quoi. Bon, mais je trouve que c'est parce qu'elle veut absolument atteindre l'objectif pour lequel elle est placée là. C'est ce que j'admire en elle, quoi. Son courage, sa bonne volonté, courage, détermination. Elle est beaucoup déterminée. Bon, peut-être que j'exagère en éloge. Oui, c'est votre fille, c'est normal. Peut-être que j'exagère en éloge, mais je la connais comme ça. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Point de citation. Jean Jaurès. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous tirons le rideau sur la troisième partie de cette émission. Et nous vous disons à toutes et à tous, grand merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Pensée du jour. La vérité traverse le feu sans jamais se brûler. Point de citation. Sagesse africaine. Mesdames, messieurs, soyons humbles car demain ne nous appartient pas. Vénérable Jean-Pierre Nono, le grand moinet de Bunji, ainsi que tous les téléspectateurs au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci, au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien, bonne soirée à tous et bonne suite de programme sur Télécongo. Prenez bien soin de vous et de votre car chaque jour est une nouvelle vie. Mesdames, messieurs, le respect des gestes barrières contre le Covid-19 est une exigence pour chacun d'entre nous. La Caliste Yokani. Ciao, ciao.